député de tiers-état qui s'était fort distingué à la constituante pour son réalisme, était au milieu de nous. Un de nos princes, se dressant au jeu à lui dans la foule, lui dit « Mais un tel expliquez-moi donc. Vous qui êtes si honnête homme, comment avez-vous pu dans le temps prêter le serment de jeu de paume ?» Le député interloqué de l'Argara Babouchia, d'abord qu'il avait été pris à court, qui ne devinait pas les conséquences funestes. Puis, se remettant aussitôt en selle, il répliqua avec vivacité, du reste j'observerai, à monseigneur, que ce n'est pas ce qui a perdu la monarchie française, mais bien la réunion de la noblesse qui est venue nous joindre sur une lettre très touchante de monseigneur. « Oh là !» dit le prince, en le frappant doucement sur le ventre. « Apaisez-vous, mon cher. Je n'ai pas voulu vous fâcher par cette question. » Toutefois, avec le temps, on régularisa tant bien que mal quelque chose nous fut classé par cour et par province. On nous assigna des cantonnements. On nous donna des armes. Les gardes du corps du roi furent réunis, habillés, équipés, soldés, et bientôt ils présenteront une troupe superbe. Parce que nous et sa régularité, la coalition d'Auvergne et les corps de la marine, partis à pied et partis à cheval, se feront spécialement remarquer par leur discipline, leur instruction et leur fraternité, et l'on ne saurait trop admirer notre dévouement et notre abnégation. Chaque officier ne fut plus qu'un simple soldat tenu des pratiques et des fatigues fortes étrangères à ses mœurs et soumis aux plus grandes privations, car il n'y avait point de soldats et beaucoup dans le nombre n'auront bientôt plus d'autres ressources, ce qui est la cotisation de leurs camarades plus heureux. Nous méritions un meilleur résultat, ou peut mieux dire, nous étions dignes d'une meilleure entreprise. On avait soigneusement réuni tous les officiers des mêmes régiments, qui présentassent les cadres, tout formés à leurs soldats, qui ne manqueront pas, pensions-nous, d'arriver à eux qui les apercevrions, tel était notre aveuglement. C'est par un pareil motif qu'on avait réuni de même les gentilshommes par province, ne doutant pas de leur heureuse influence sur l'ensemble de la population. Notre maladie était de nous croire toujours désirés, attendus, adorés. Tous ces rassemblements successèrent et manœuvrions publiquement, bien qu'aux interpellations diplomatiques à cet égard, il fut répondu hardiment qu'il n'en était rien, ou qu'on ne manquerait pas de l'empêcher. Nous avions des généraux indiqués un état-major formé, et tout ce qui caractérise un quartier général jusqu'à grand prévôt. Insensiblement, nos princes étaient environnés de tout ce qui constitue un véritable gouvernement. Ils avaient des ministres pour les affaires du moment. Ils en avaient même pour la France, lorsque nous serions rentrés. Dans ce moment, nous semblait infaillible et prochain. Mais sur de la ville noire, dont il a été tant question depuis sans une conspiration royale et qui a été mourir à Sinnamary, à la suite de fruits d'or avec le ministre de la police. Il partit de bonne heure pour les exercer clandestinement à Paris. Il m'avait pris en belle affection et voulait absolument faire de moi son gendre. Il employa des vives instances pour que je le suivisse, mais je lui refusai. La nature de son ministère me répugnait.
Autrement, quelle différente combinaison dans mes destinées! Nous avions aussi des rapports directs avec presque tous les queues. Les princes y avaient des envoyés et on recevait à Coblentz. Monsieur, le comte de Troyes fut à Vienne, je crois, mais bien certainement à Pillnitz. La noblesse, son cœur, écrivit à Catherine, dont nous reçûmes un ambassadeur, M. de Romanzoff, cette impératrice, voyez. Avec plaisir. S'est formé un orage dans les médias de l'Europe. Elle attisait volontiers un incendie qui pouvait lui devenir très favorable, sans qu'il lui en coûta rien. Aussi se montrait-elle chaude dans ses sentiments et passionnée dans ses promesses. Elle ne désespérait pas dans cette circonstance de rendre dupe Gustave III, dont la voisine activité lui était importune. Elle avait décidé, dit-on, à la croisade, en les flattant de son voile généralissime. Je ne sais si ce prince de beaucoup d'esprit et de talent, eh bien certainement aigle peu son ton, sont là c'est imposé, ce qu'il y a de vrai. C'est qu'il se montrait fort ardent pour notre cause et qu'il annonçait le désir de combattre en personne quand il partit d'Aix-la-Chapelle pour aller prendre en Suède. Les dernières mesures à cet égard, je l'ai entendu prenant congé de la princesse Lamballe lui dire « Vous me reverrez bientôt, mais encore suis-je tenu pour mon compte à certaines démarches, certains managements, car mon rôle est des plus délicats. Sachez que moi, que vous devez venir combattre à la tête de vos aristocrates chez vous, je suis chez moi le premier démocrate du pays. » Nous recevions même des envoyés de Louis XVI qui présentaient des messages publics réprobateurs et avions des conférences confidentielles, peut-être tout à fait différentes. Du moins, agissions-nous comme si l'on avait été ainsi, déclarant hautement qu'il était captif et que nous ne devions tenir nous compte aucun de ces autres, que nous devions prendre le contre-pied de tout ce qu'on lui faisait dire. Que s'il nous exhortait à la paix, c'est qu'il nous demandait la guerre. Aussi, je pense que nous avons été bien funestes au repos de l'infortuné monarque et que nous avons notre part spéciale dans le pardon, qui a consacré dans son testament en faveur de ses amis, qui par un zèle indiscret, dit-il, lui ont fait tant de mal. Cependant, notre émigration s'est prolongée en dépit de toutes les promesses que l'on nous faisait et de toute l'espérance dont nous nous bercions. Car de quelles illusions, de quels contes, de quelle absurdité n'avait-on pas notre impatience, soit quand voulut prévenir notre découragement, soit qu'on avoue ça soi-même. On s'est amusé à calculer d'après nos lettres à nos gazettes que nous avions fait marcher près de 2 millions d'hommes au moins de 18 mois sans qu'il ait pourtant rien paru à nos yeux, mais nous disions en grande confidence les autres initiés, c'est que ces troupes ne marchant que la nuit pour mieux surprendre nos démocrates, auxquels nous passons des yeux qui de pelotons et sans uniforme ou autre chose de même force d'un autre côté. C'était une foule de lettres que l'on se montrait les uns aux autres de tous les pays et des milieux sur un style énigmatique que l'on croyait bien être intelligible que pour nous seuls. On montait à l'un qui
50 000 cristaux de Bohême venaient d'être expédiés pour son pays. L'autre était prévenu de l'envoi très prochain de 10 000 porcelaines de Saxe. On annonçait à un troisième 25 000 balles de cacon et autres bêtises de la sorte. Comment se peut-il, me dis-je à présent, que les gens d'esprit, car ils en avait certainement beaucoup dans le nombre que d'anciens ministres qui nous avions gouverné d'autres qui étaient destinés à le devenir, poussant donner tant le pareil par l'hiverne, ou que notre gros bon sens dans la multitude ne nous est pas porté à le rire au nez, mais non. Nous n'en demeurions pas moins convaincus que nous touchions au terme de nos espérances, que ce moment approchait, qu'il était infaillible, que nous n'aurions qu'à nous montrer, que nous étions vivement désirés, que tout serait à nos pieds. Ici, l'empereur, qui m'avait souvent interrompu pour rire, et Gouvernail m'a dit fort sérieusement: combien votre tableau doit être fidèle, car j'ai reconnu là une foule des vôtres. Vraiment, mon cher, soit dit sans vous insulter, la jactance, la crédulité, l'inconséquence, l'assouplissement, l'on pourrait dire en dépit de tout leur esprit semblant être spécialement leur lot. Quand, parfois, voulant m'amuser, je me suis laissée avec eux à lécher les rênes et à encourager la confiance. J'ai entendu, moi, aux Tuileries, sous le consulat et l'Empire, l'égal de tout ce que vous me dites là. Nul ne doutait jamais de rien. L'amour des Français pour le roi avait passé tout entière à ma personne. Me disait-on, je pouvais désormais faire tout ce qui me plairait. J'en devais user. Je ne rencontrerai jamais d'autre obstacle qu'une poignée d'incorrigibles maudits de tout. Cette contre-révolution tenterait tout m'observait un autre, n'avait été qu'un jeu d'enfant pour moi. Elle n'avait pas fait un pli dans mes mains. Et croirait-on, si, il y a manqué. Mais disait-il avec insinuation que de substituer l'ancienne couleur blanche à celle que nous avions fait tant de tort en tout lieu. L'imbécile, c'était là le seul souillure qui nous trouva désormais. J'en riais de pitié, mais que j'euse de la peine à me contenir. Mais pour lui, il était de la meilleure foi du monde, bien persuadé qu'il était dans mon sens, et bien plus encore que l'universalité pensait comme lui. Mais continuez.